mon métier est agriculteur avec des grandes cultures et de l'élevage. Ernest et Mireille Wenger sont installés en Suisse, à Chancy, petit village situé à quelques kilomètres de Genève et à 2 pas de la frontière avec la France. L'exploitation représente au total près de 25 hectares en plusieurs parties, sur lesquelles sont produits du blé, de l'orge, du tournesol et des cultures herbagères. Côté élevage, le cheptel se compose aujourd'hui de plus de 70 bêtes. Ernest en vend environ 6 par an, uniquement sur réservation. C'est cette activité et ses multiples facettes que je vous propose de découvrir dans ce film. Première grande caractéristique de cet élevage, la race. Les vaches sont des Salers, originaires du centre de la France, où Ernest et Mireille ont résidé pendant quelques années. La Salers se trouve être la race la plus rustique des races à viande françaises, puisque c'est la seule race qui n'a pas été manipulée génétiquement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par race rustique? Ce sont des races à viande qui ne sont pas développées à grande échelle par rapport aux races de grand marché, telles que la charolaise et le limousin ou la blonde d'Aquitaine, par exemple. La caractéristique de la Salers est bien sûr d'abord sa robe à cajou, son poil fin et souvent soyeux, et ses longues cornes largement ouvertes en forme de lyre. C'est une race particulièrement adaptée au pastoralisme et à l'estivage qu'Ernest pratique tous les ans, de juin à octobre. Je vous donne quelques indications. Qu'elle ne se retourne pas pour redescendre. On est bien d'accord. Début juin, généralement, cette montée à l'estive rassemble tout un groupe d'amis venus prêter main forte pour faire grimper tout le troupeau à quelques 1500 mètres d'altitude sur le Jura français. Un bout. Il y a un beau montant qui dit. D'accord, mais j'ai mis comme un bout de ficelle, ça a l'air qu'il y a quand même à gauche. Le but de l'estivage, c'est d'enlever les bêtes de plaine, qu'elles soient en dehors des exploitations, qu'elles ne chargent plus l'exploitation, qui permet de faire des récoltes de foin ou de regain en plaine, pendant ce temps que les bêtes sont en montagne. Ça a un autre avantage, ça entretient la montagne. Parce que le jour où il n'y aura plus de bovins en mesure d'occuper les alpages, et donc de les entretenir, les plantes deviendront des grandes herbes sèches, la qualité du paysage se sera dégradée par la domination des plantes résistantes et non désirables, et dans le cadre de la pâture, et puis le risque derrière d'incendie. Cette montée vers l'alpage dure environ 1h30 à 3 heures. Pour des animaux dont le poids moyen avoisine les 600 kg, même plus d'1 tonne pour le taureau, cet effort continu est dans certains cas une épreuve difficile à supporter. Le bovin est comme l'humain, s'il est trop bien portant, il a de la peine à monter. Surtout que là, on se trouve quand même dans des conditions où finalement la montée à l'alpage se fait donc à pied, d'une altitude de 850 mètres, et on monte jusqu'au sommet de notre alpage à 1750 mètres. Le chalet est à 1580, donc ça fait presque une ascension de 1000 mètres, en gros 900, et tout ça pour 4 km de trajet, ce qui fait une moyenne de 25% d'ascension. Et bien 4 km avec des marches qui font régulièrement entre 5 et 10 cm à chaque pas, ça compte. Il arrive un moment que les bien portants souffrent énormément.
Si la montée est trop rapide pour certaines bêtes, elle peut même s'avérer fatale, comme ce jour-là pour une vache sans doute un peu trop fragile. Et elle a fait une attaque cardiaque en pleine ascension, et ça a été subi. Hein, et là, il faut se décider rapidement si on veut la perdre définitivement, ou bien si on veut essayer de récupérer la viande. Non, respire plus. Si on ne la saigne pas, c'est une viande qui est totalement perdue. Il n'y a pas de solution. Si on veut récupérer la viande, il faut la saigner. Oui, ah ouais, elle est foutue là. Ah, écoute, elle a la langue dehors, elle ne respire plus. Elle est morte, il n'y a pas d'histoire. Le sang, il stagne dans les veines, et donc il y a plein de sang dans tout l'animal, et automatiquement, il y a un empoisonnement de la viande qui va se faire. On met un peu au bord, hein. On va mettre du sang là. Encore un peu. Naturellement, ça a été un triste spectacle, déjà pour tous les randonneurs qui ont passé à côté, parce qu'une toute belle bête qui finalement meurt après 2 heures de marche, etc. Pour les autres, la marche forcée continue à travers la montagne, avec des rencontres de voisinage plus ou moins bien appréciées. Apparemment plus motivés que le reste du troupeau, les bêtes de tête donnent parfois l'impression de reconnaître le chemin, et la vue de la zone de pâturage les fait avancer de façon encore plus déterminée vers leur ligne d'arrivée, un Goya, magnifique mare qui fait office à la fois de bar et de piscine. Le calme s'installe enfin. Le troupeau va peu à peu reprendre sa vie tranquille dans l'herbe bien verte des alpages. Point central de la zone de pâturage, le refuge de Curson est exploité par Mireille. Chaque été, il accueille de nombreux randonneurs pour leur offrir gîtes et couverts dans le cadre magnifique des paysages du Jura, entre la Croix du Reculé et le Crêt de la Neige, authentique balcon du lac Léman. Voir Genève et puis voir un petit peu tous ces rigolos qui sont là en bas dans le brouillard, je me délecte un petit peu de me dire que nous avons un privilège certain d'être donc aujourd'hui à Curson, qui est le balcon du Léman, qui a une vue imprenable, hein, et mon épouse qui a quand même quelques qualités culinaires, se fait un réel plaisir d'accueillir des gens. Et il faut savoir, quand la Faucille est le Grand Credo, qui est le bout du Jura, il n'y a pas de structure de ce type. En tout cas, chaque fin de montée des bêtes au chalet est l'occasion d'une petite fête où Mireille prépare de quoi régaler tous les amis venus donner le coup de main de la saison. Oui, mais elle est très bien accompagnée. Là, la place. Ça fait 2 ans, un petit peu plus que 2 ans. On a fait la publicité. Des amis qui ne manquent pas et qu'il faut parfois mobiliser bien avant la montée elle-même, comme par exemple pour le passage des bêtes de la Suisse à la France, qui représente désormais un problème administratif majeur. Alors un vol d'oiseau, par rapport à notre montée à l'alpage, on est à 10 km, mais pour des questions administratives, nous devons faire une boucle d'une 50aine de kilomètres parce que l'administration des douanes
n'étant pas un organisme tant, je dirais, coopératif avec le milieu agricole, n'a pas daigné, je dirais, maintenir des facilités que nous avions à l'époque, qui étaient de sortir à des petits postes douaniers et de faire les papiers au poste principal comme il aurait été décent de faire encore aujourd'hui. Et on doit se promener avec les bétaillères derrière les tracteurs agricoles à 30 à l'heure à travers la ville, passer l'aéroport, sortir à Ferney et revenir sur Thoiry en partant de Chancy. Ça fait bien un petit peu sourire. Ne pensons que à la pollution qu'on peut produire avec les tracteurs dans un premier temps et au stress des animaux dans un deuxième temps qu'on laisse dans les bétaillères environ 4 heures alors qu'autrement c'est une demi-heure. D'abord, ils ne voient pas les bêtes, ils ne vont pas regarder ce qui se passe. On pourrait passer, j'avais déjà dit une fois dans un article qui m'a valu d'ailleurs pas mal de reproches, j'avais dit on pourrait passer des lions ou des éléphants, je le redis, et avec plaisir, on y passerait des lions ou des éléphants, ça serait exactement la même chose. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les papiers. Alors pourquoi on doit passer avec les bêtes à la douane, puisque eux, c'est les papiers, puisqu'ils sortent même pas de leur bureau pour voir si on a des lions ou des éléphants ou des bovins. Donc, je pense qu'il suffirait d'un petit peu de logique. Et puis... Comme quoi, décidément, quel que soit le pays, toutes les administrations du monde se ressemblent. Heureusement, au refuge de Curson, pas d'administration. Mireille assure le quotidien du gîte 4 jours par semaine, avec l'aide d'amis ou de la famille. Et Ernest partage son temps entre le travail dans la plaine, l'entretien des alpages ou les soins apportés aux troupeaux. Bien, on va aller mettre la pommade aux yeux du petit veau. Bien, ma fifi, bien. Mais oui, mais oui, mais oui. Alors, Caline, hein, ces mouches, hein, oh là là, ces mouches, Caline. Oh là 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 là. Oh, Dali. Dali, bien petit. Dali, qu'est-ce que c'est cette préparation de tétine là? Ah oui, oui, oui. Celle-là aussi. Celle-là aussi, hein, Dali, mais oui. Elle va gentiment se préparer. On a une bonne vingtaine de bêtes qui vont véler à la montagne. Donc il faudra qu'on les suive. Hein. Il y a du travail là. Un petit. Alors mon petit, tu m'avertiras quand la vache arrive. Hein, mon petit, ça va pas. Ça va pas. Hein. Ça va pas mon petit. Ouais. Ça va pas mon petit. Oui, mon petit, on va te descendre. Celui-là, c'est un miraculé des... Il a à peu près 10 jours, 12 jours, mais il a été 4 jours sans alimentation.
D'abord, on a donné de l'eau sucrée. Il a eu un réflexe de succion, ce qui veut dire qu'il avait vraiment envie de vivre. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on a tout entrepris pour le désinfecter, le déparasiter, le traiter. Après, on a constaté qu'il avait un gros genou devant, donc il s'est fait marcher dessus parce que ce veau n'arrivait plus à suivre sa mère. Et je pense qu'à force de tourner en rond et de le pousser, ben, il lui a marché un coup dessus. Après, c'est un hématome qui est monté à l'épaule, donc c'est au niveau de la jambe droite devant. Et puis, on a constaté que ses yeux, ils pleuraient, donc on a regardé un peu plus profondément. Et puis, on s'est aperçu que la rétine, elle était rouge d'un côté, et puis une tache blanche de l'autre. Donc, on a fait des traitements, et on l'a emmené 3 fois chez le vétérinaire. Depuis là, je vais à Valérie, hein, sans savoir, pour faire une piqûre dans la rétine, d'antibiotiques pour essayer de résorber. Ça, c'est dû, on a des problèmes cette année parce que l'herbe est trop bonne. Normalement, au mois d'août, c'est tout jaune. Hein. Ben oui. Cette année, c'est vert impeccable, de l'herbe formidable. Elle développe des tétines grosses comme ça, avec des trayons gros comme ça, que les veaux ne peuvent pas prendre. Et donc, celle-ci, ben, c'est comme ça que ça commence. Ben oui. Donc là, on a eu 4 vélages, il y en a 3 qu'on a dû s'en occuper, quoi. Non, ben, voilà l'histoire du veau, quoi. Là, il y a notre cher ami Feyenoord, le bœuf de 2 ans et demi, qui a un émetteur pour connaître leur zone de pâture, et c'est relevé tous les 24 heures. Et il a un émetteur, bon, il ne tient plus que par la moitié, un Feyenoord. Mais oui, mon gamin, mais oui. Tu vois, cet émetteur, c'est ça. Et donc, en permanence, ça donne une information, et puis eux, ils enregistrent à différents moments de la journée, ils enregistrent leur parcours, et ça permet de connaître finalement leur fonctionnement au niveau d'un pâturage. Comme la zone pré-bois est sous-pâturée, donc le bois avance. Et le but, c'est pas de laisser avancer le bois, ça serait normalement de faire reculer le bois. Pour la bonne et simple raison que, comme on sait que la température du globe augmente, hein, la végétation elle est montée en 50 ans de 60 mètres d'altitude, parce que les propriétaires nous l'ont bien fait remarquer, et donc on peut se dire qu'à longue échéance, d'ici, je ne sais pas moi, peut-être 2 siècles, le Jura serait complètement boisé. Ah oui. Donc le but de faire pâturer la zone pré-bois et puis d'intensifier la pâture, c'est justement de limiter le développement du bois. À ces occupations de l'alpage s'ajoutent encore bien d'autres choses, comme la réfection des clôtures, l'élimination d'une variété de chardons envahissantes dont les épines barbues se plantent dans le museau des vaches à la façon d'hameçon et ne peuvent plus s'enlever, l'entretien des chemins, ou encore le fait de courir après un veau qui s'est caché dans un coin. Il n'est pas dans la cuvette là-bas un peu sombre? Moi je vais m'acheter un appareil qui me dit où ils sont. Voilà. Un été va s'écouler ainsi, généralement jusqu'au premier week-end d'octobre, où tout le groupe d'amis d'Ernest et Mireille va à nouveau se retrouver pour la descente des bêtes. Une opération presque plus délicate que la montée, car c'est naturellement beaucoup plus difficile de freiner ou d'orienter les quelques 600 kg de chaque bête dans une pente à 25% de moyenne.
À l'arrivée, même opération de comptage qu'au départ, et il arrive parfois que l'on soit amené à découvrir une tête de plus, la vache ayant consciemment attendu d'être arrivée à destination pour mettre bas. L'été est fini. Mireille et Ernest vont reprendre leur vie normale à Chancy. Le troupeau va retrouver lui aussi ses quartiers d'hiver, et Ernest devra même s'en occuper beaucoup plus que dans les alpages, ne serait-ce que pour l'alimentation, bien sûr, mais aussi pour l'entretien de l'étable et bien d'autres tâches qu'il est difficile de lister tant elles sont nombreuses et diverses. Et oui, l'élevage ne connaît pas de vacances, et la rusticité des salaires ne vaut que dans les alpages. Viens, 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 quoi, viens doucement. Laisse-moi, viens doucement, viens doucement. Viens, quoi, viens doucement, viens. C'est couillon, quoi. Ça va, Tia. Viens là. Viens. Tu laisses les deux là-dedans, hein. Maintenant, Ernest redevient un cow-boy de la ville. Et finalement, c'est un peu comme une grande famille qui reprendrait sa vie de tous les jours après les vacances. Mireille et Ernest entretiennent une grande complicité avec chacune de leurs bêtes, empreinte de respect et de compréhension mutuelle. Elles s'appellent Colombe, Denise, Églantine, Europe, Diane, Finot, Fifi, Lascaux, Coton, Giscard ou Snoopy. Elles ont toutes leur propre personnalité et la font valoir. Et Giscard, t'arrêtes. Oh, allez, arrêtez-vous comme ça. Oh! J'ai dit, arrête, ça te bouge les corps. Arrête. Oh. Il faut que tu se bagarres parce que ça leur met les cornes en arrière. Un taureau que je voudrais garder, c'est un fil de coton, ça. Il faudrait que je le sépare et puis que je lui mette un guide de corne pour que ça lui ramène les cornes en avant. Voilà, finalement, le bonheur n'est peut-être pas que dans le pré.